l'État camerounais est un État amphiconstitutionnel. Ça veut dire ici que la Constitution n'y est qu'un prétexte pour masquer quelque chose qui en réalité est de l'ordre de la domination monarchique. Il s'agit en réalité d'une monarchie. C'est un système monarchique et étudié même à partir de des normes. C'est qu'on n'a pas le temps de le faire. Vous allez constater qu'il s'agit d'un système monarchique de pouvoir. Et je finis en disant que la manière dont le système camerounais fonctionne montre qu'il y a bien une loi de la gravité du présidentialisme. Le présidentialisme a beau se déguiser, il a beau se démocratiser, il est toujours le présidentialisme parce que le système fonctionne en rapport avec une configuration sociale, historique et politique particulière qui a été mise en place en 1959 et dont on n'est pas toujours sorti et qui nous situe dans le gouvernement perpétuel. Ça renvoie au latin règle, ça renvoie au grec logos, ça renvoie à l'égyptien rek. Là, vous avez l'idée d'une mise en ordre politique, politicus en latin, politas en latin, polis en grec, père en égyptien. Ça renvoie à l'idée d'un ordre politique qu'il faut considérer comme une maison. Parce que ici, la source, c'est l'égyptien. Et cet égyptien, on le retrouve dans les langues africaines. Père en langue d'Umba, maison. Polo en Douala, place, lieu. Pélé en Bassa, lieu. Pola en Bassa, lieu. Afola en petit, lieu. Troisième chose. Police renvoie chez les Grecs à la notion de société. Parce que les Grecs n'ont pas une distinction entre ce qui serait la societas et la politas ou la civitas. Les Grecs mettent tout ça dans polis. C'est chez les Romains qu'existe la notion socius qui va donner societas et qui elle aussi renvoie fondamentalement linguistiquement à une archive négro-nigéro-congolaise, négro-africaine. Donc, ce que je voulais vous montrer d'entrée de jeu, c'est que le régime politique renvoie nécessairement à société. On ne peut pas parler du droit sans parler de sa dimension politique, quel que soit le type de droit. On ne peut pas parler de la politique sans parler de sa dimension juridique. Ce n'est pas possible. Deuxième chose, considération anthropologique et historique. S'il y a un droit d'aînesse entre le droit et la science politique, c'est la science politique. Platon nous présente un dialogue entre le grand prêtre de Saou, Saïs, comme disaient les Grecs, que les Grecs appelaient Sonkis et qui s'appelait en égyptien Séank. Séank discute avec celui qui sera le fondateur de la démocratie grecque qui s'appelle Solon. Et il explique à Solon quelles sont les sources de l'histoire de la Grèce archaïque, ce qui est déjà de la sociologie, de l'histoire et de l'anthropologie. Et ce n'est pas pour rien que c'est Solon qui va constituer l'ordre démocratique en Grèce. Je ne veux pas rentrer dans là, mais si vous posez les questions, je serai obligé de justifier. Je passe. Donc, les sources de la théorie des régimes politiques qu'il y a chez Platon et chez Aristote viennent de deux écoles égyptiennes. L'école de Saou et l'école d'Ounou, Héliopolis, comme disaient les Grecs. La théorie des régimes politiques, la théorie des polites qui sera développée par Platon et qui sera reconfigurée par Aristote vient de là. À partir de ce moment, il ne me semble pas qu'on puisse décrire une dynamique constitutionnelle seulement par l'énonciation de la norme. Que la Constitution soit écrite ou qu'elle soit orale, ce n'est pas simplement la Constitution perçue et formulée. C'est la Constitution vécue et appliquée. Et l'application est matérielle. Cette application matérielle a un aspect juridique, ce qui autorise les juristes, lorsqu'ils ne constatent pas l'application, de poser la problématique de l'inexécution. Et elle a un aspect évidemment sociologique et politique. Autre considération en rapport avec cela, parce que ce sont des éléments essentiels du débat. Je refuse, monsieur le doyen, qu'on expulse Maurice Duverger. Pourquoi? Parce que Maurice Duverger, précisément, a saisi l'une des choses qui était décisive dans l'analyse du droit. Il fait la distinction entre la constitution loi et la constitution programme. Si vous avez un régime qui présente des choses qui apparaissent comme de l'ordre du parlementarisme, mais qui ne les applique pas, est-ce qu'on peut dire que c'est un régime parlementaire? Je dis non.
Ce n'est pas un régime parlementaire, parce que là, nous touchons à ce que j'appelle le complexe d'Amina. C'est quoi le complexe d'Amina? Pour ceux qui sont trop jeunes, Amina, c'était un travesti qui vivait à Yaoundé. Il portait des robes et des jupes. Quand vous le voyez de loin, vous pensez que c'était une femme. Et quand vous approchiez, vous écoutiez sa voix et vous voyez son allure, vous saviez que c'était un homme. Donc, ne nous contentons pas de l'apparence, allons à la substance. Je finis ces remarques préalables sur les questions de méthode. On a parlé des formes de pensée juridique indirectement. Le doyen a décliné son identité, il a dit qu'il était positiviste, normativiste. Il s'est revendiqué de l'héritage de Kelsen. Oui, mais il y a Kelsen 1 et il y a Kelsen 2. C'est la théorie générale de l'État. Et dans la théorie générale de l'État, Kelsen revient sur ce qu'il disait dans la théorie pure du droit. S'il y a Kelsen 1, il y a aussi Kelsen 2, qui est un réaliste juridique, déjà beaucoup plus en prise avec la dynamique sociale du droit. Sur la catégorisation, s'il vous plaît. Moi, je ne dirais pas que je suis positiviste, ou que je suis constructiviste, ou que je suis normativiste. Si j'étais positiviste, je dirais que je suis équiste. Et qu'il dit qu'il a dans les langues bantoues signifie la norme posée. Si j'étais normativiste, je dirais que je suis mbendiste. Mbenda, Mvende décrivent la norme. Si j'étais constructiviste, je dirais que je suis moulonguiste, moulongo, comme disait l'anthropologue Dika Akwa. Si j'étais institutionnaliste, je dirais que je suis téliste. T en voilà or, itier en petit or, tel ambassade or. Nous avons donc intérêt, dans la théorisation des phénomènes juridiques, à ne pas nous contenter des catégories dans lesquelles le droit et la politique ne sont pas encore décolonisés. Entrons donc dans le débat. Une fois que c'est le droit renvoie à une cosmologie. Et tout ordre juridique est un cosmos. Un cosmos qui repose sur des normes, sur des valeurs, sur des institutions et des organes, sur des procédures et des processus, sur des transactions et des échanges. Le droit est donc en lui seul un univers. Deuxième chose, on ne peut pas, parlant de régime politique, ne pas en avoir une conception écologique. Qui dit régime politique dit société. Qui dit régime politique, même en droit constitutionnel, dit société. Les juristes constitutionnalistes sont des politistes. Ce sont des juristes politistes. Et c'est ça qui justifie que certains d'entre eux ont migré vers la science politique de type sociologique par choix. C'est simplement un choix décisionnel à un moment donné. Autre considération avant de rentrer rapidement dans les parties, c'est la question de la normativité et de la légalité politique. Ça, je l'ai déjà indiqué. La légalité n'est pas faciale. Il ne suffit pas de faire des textes et de les montrer. Il faut les appliquer. Quand on n'applique pas, vous ne pouvez pas dire que ce que vous avez écrit est pertinent. C'est l'application substantielle qui donne de la normativité juridique à un texte. Je finis donc en disant que le régime camerounais est tout sauf un régime parlementariste. Le régime camerounais est bien un régime présidentialiste. Je suis pourtant d'accord avec une grande partie de ce que le doyen a dit, en se situant du point de vue de la logique interne. Voir le ministre aurait dit des principia domestica. Mais on ne peut pas considérer seulement le droit du point de vue de sa logique interne. Il faut également considérer le droit du point de vue de la logique externe qui le rattache à la société. Principia peregrina. À partir de là, on peut envisager les choses dans deux directions. Une première direction qui va montrer comment le politiste appréhende la normativité, la réflexivité institutionnelle du régime politique. Un régime renvoie toujours évidemment à un ordre normatif. Régio renvoie à normatif, mais qui renvoie à écarissage, à mise en ordre. Un régime renvoie également à une réflexivité. Ça veut dire que dans un régime, il y a un ensemble de principes politiques
Voilà pourquoi les constitutions commencent par un préambule, où en quelque sorte on présente, comme le doyen a fait, son identité. Sauf qu'on peut présenter son identité et en avoir une autre en réalité. Dans ce cas, on va aller très vite. On va évoquer en grand temps les montages nomologiques du pouvoir. La constitution camerounaise définit bien des normes. Un système de normes qui montre que c'est effectivement une norme des normes. Pour parler comme Carl Schmitt, une norme normale, c'est une loi fondamentale. Ça, c'est indiscutable. Il y a bien un système de normes qui est déployé. Il ne s'agit pas ici d'y rentrer. Vous avez le texte, vous pouvez voir. Deuxième chose, à partir du moment où on le voit, c'est qu'une constitution a des valeurs. Et la constitution camerounaise présente des valeurs. Premier élément que vous devez retenir, c'est qu'il y a un habillage élégant de l'idée que le Cameroun est un État parlementariste. Pas simplement dans le sens indiqué par le doyen. Ici, État parlementariste ou État parlementaire renvoie à la notion de Norbert Elias sur la manière dont la parlementarisation, entendait la démocratisation représentative, a civilisé les mœurs politiques en Occident. L'État camerounais, dans ce système de normes, se présente comme tel. Deuxième idée, l'État camerounais a un profilage rassurant d'un régime pluraliste. Dans la Constitution, on vous indique qu'effectivement l'exercice de la souveraineté se fait avec le concours des partis politiques. On ne dit pas le parti politique. C'est donc bien l'idée d'un régime de pluralisme constitutionnel. Troisième idée, c'est une société constitutionnaliste. Grand B, il y a également le cadrage organologique. Et cette constitution prévoit un certain nombre d'institutions. Et quand vous regardez l'équilibre institutionnel, incontestablement, une institution domine toutes les autres. C'est l'institution qui s'appelle le président de la République. L'idée ici, c'est qu'en dépit du premier niveau, qui est le niveau des normes et des valeurs, on a une souveraineté qui se veut post-hégémoniste et c'est ça qui conduit certaines analyses. Par exemple, le professeur Olinga a parlé de présidentialisme démocratique avec l'idée de gérer quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler avec Aristote la constitution mixte. Les constitutions ne sont pas nécessairement des choses pures. Autre idée, en réalité, quand vous voyez ce système d'institutions, il est incontestable et c'est le plus grand apport des juristes politistes à l'analyse des régimes politiques que la catégorie dite présidentialiste a bien du sens. C'est une catégorie fondamentale pour comprendre comment l'organisation du droit politique se fait non seulement au Cameroun, mais dans les sociétés africaines ou analogues. Troisième idée, quand vous regardez les mécanismes qui organisent les rapports entre ces organes, vous voyez très clairement, le professeur Guido l'a indiqué rapidement, qu'il y a un verrouillage du système présidentialiste. Et on va voir à la fin que c'est ça qui fait naître ce que Bakary appelle l'État président. C'est-à-dire le fait que l'exorbitance de la puissance étatique présidentielle bloque l'ensemble du système institutionnel et fait que l'État à lui seul se résume au président. Deuxième partie, c'est l'opérativité et la générativité de l'ordre. Ça veut dire comment fonctionne concrètement une constitution. Voilà pourquoi je disais que la constitution, ce n'est pas la constitution perçue, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit coutumière. C'est la constitution vécue, appliquée. Que la constitution soit coutumière ou qu'elle soit écrite, si on n'applique pas ça, vous ne pouvez pas dire que ce qui est écrit est pertinent. Ça n'a aucun sens. Je dis donc que dans cet ordre d'idées, on doit d'abord étudier le système camerounais et quand vous faites sa typologie, malgré la mise en œuvre depuis ce qu'on va appeler entre guillemets la révision de janvier 1996 de la décentralisation, on voit comment concrètement cette décentralisation se traduit. Jusqu'à présent, certaines des collectivités territoriales décentralisées ne sont pas mises en œuvre. Si vous vous contentez donc de dire, parce que c'est écrit, que le Cameroun est un État décentralisé, ceci, cela, ça me semble insuffisant comme élément d'appréciation. C'est bien et toujours un système centraliste et tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'être juriste et politiste pour le savoir. Cela provoque quoi? Nous sortons de notre propos. Cela provoque le fait qu'en réalité, on a un régime qui ne relève pas simplement du jeu de ce que certains ont appelé la paraconstitution. Je cite le texte du professeur Sindou qui date de 2007, mais dès 1998, j'avais parlé des éléments paraconstitutionnels dans mon article sur les juristes savants. J'ai dit, pour finir, que l'État camerounais est un État amphiconstitutionnel. Ça veut dire ici que la Constitution n'y est qu'un prétexte pour masquer quelque chose qui en réalité est de l'ordre de la domination monarchique. Il s'agit en réalité d'une monarchie. C'est un système monarchique et étudié même à partir de des normes. C'est qu'on n'a pas le temps de le faire. Vous allez constater qu'il s'agit d'un système monarchique de pouvoir. Et je finis en disant que la manière dont
le système camerounais fonctionne montre qu'il y a bien une loi de la gravité du présidentialisme. Le présidentialisme a beau se déguiser, il a beau se démocratiser, il est toujours le présidentialisme parce que le système fonctionne en rapport avec une configuration sociale, historique et politique particulière qui a été mise en place en 1959 et dont on n'est pas toujours sorti et qui nous situe dans le gouvernement perpétuel. Je vous remercie. La différence entre le régime et le système politique. On peut y répondre de manière très simple. Au départ, régime et système politique étaient la même chose. Je vous ai parlé de la théorie d'Aristote, la théorie sur les polités, sur les ordres politiques. À la fois, elle renvoie à ce qu'on appelle aujourd'hui le régime politique et le système politique. On commence à parler du système politique quand se développe à partir de la fin des années 60 et du début des années 70, l'analyse systémique qui vient de la physique et qui est transférée en sciences sociales par David Easton. C'est à ce moment que certains juristes politistes français vont donc abandonner la perspective normativiste d'analyse des rapports de pouvoir et vont s'engager dans l'analyse systémiste. C'est à ce moment-là qu'on commence à distinguer système et régime politique. Deuxième question, est-ce qu'un système de pouvoir dont la structuration juridique met en évidence ce que le professeur l'avait appelé un Jupiter constitutionnel peut être un régime démocratique? Je fais comme les Camerounais, je réponds à une question par une question. Merci. Voilà une question qui aurait pu faire l'objet de piège. Parce que c'est une question qui est en réalité très facile, mais en même temps, sur beaucoup de points, très polémique. Je voudrais y revenir, mais après avoir dit un mot sur ce qui a été dit. Manifestement, le docteur Roland Guillet est fâché avec vous. Il n'aime pas le droit et il dénie au droit le droit d'exister. Il prend les modes d'analyse extra-juridiques et nous les impose. Non, docteur Roland Guillet, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez le prisme de la science politique. Je n'ai pas la prétention de penser que la science politique est phagocytée par le droit. Je n'admets pas non plus que l'on pense que la science politique a phagocyté le droit. Non, il y a des champs d'analyse qui sont différents, avec des techniques différentes, qui peuvent être complémentaires, j'en conviens, mais qui n'admettent pas que l'une présente ses lettres de créance avec autorité incontestable. Non. Docteur Roland Guinit, ce n'est pas comme ça. Docteur Roland Guinit, le droit et surtout la théorie normativiste est aujourd'hui l'une des rares à avoir intégré la question de l'application du droit dans ses analyses. Je n'en prends pour exemple que la théorie de l'entrée en vigueur. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas souvent.